Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Satellite Éco, votre magazine de l'économie. Après plusieurs mois de baisse des prix dans l'immobilier ancien, notamment le marché montpelliérain repart à la hausse. Entre le dernier trimestre 2009 et cette année, cette augmentation atteint une centaine d'euros environ le mètre carré, soit actuellement 2721 euros. Alors c'est une moyenne des prix. Pour faire le point sur le marché immobilier dans l'Hérault et la région, je reçois aujourd'hui Christophe G. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'ancien président départemental de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. C'est le premier syndicat professionnel du secteur. Et vous êtes le tout nouveau président régional. Depuis hier. Depuis hier, voilà. Donc, vous succédez à Michel Menabrea. Ça. Christophe G, la fin de l'année 2010 annonce-t-elle une stabilisation des prix après 2 années difficiles? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire qu'on sort en tout cas d'un marché qui était atone pendant 2 ans, qui a connu des hauts et des bas. Le marché est aujourd'hui convalescent. Nous espérons effectivement que la fin des baisses des prix significatives veut dire que nous entrons sur une nouvelle ère, une ère de la reprise sur notre secteur tous azimuts. Alors ces 2 dernières années, marché difficile, ça veut dire quoi? Il y a eu on peut chiffrer la baisse sur la région, sur les départements? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on peut dire que les prix sur Montpellier et sa région, Languedoc-Roussillon essentiellement, se sont à peu près, je dirais, assagis de 10, 15, voire 20% selon les secteurs, ce qui est tout de même à mettre en relation, en parallèle avec les 100 à 150% d'augmentation qu'ils avaient connu les 10 années précédentes. C'est pour ça que vous dites bien assagi. Assagi, une baisse en tout cas curative et salutaire par rapport effectivement à la relance que nous souhaitons aujourd'hui voir s'opérer sur ce marché. Alors on va y revenir, on va d'abord évoquer Montpellier intramuros. Mi-2010, la baisse des prix était encore de plus de 5% par rapport à 2009. Et hier, lors d'une conférence tenue par la FNAIM, la fédération, il y a une vraie annonce de reprise du marché. J'imagine qu'il faut nuancer un petit peu quand on dit reprise. Tout doit être tempéré. D'abord parce que plus que jamais, on se rend compte au sortir de cette crise que le marché de l'immobilier n'existe pas. Ce sont des marchés sectoriels, que ce soit sur des zones de ville, des zones de département ou des zones régionales, et que ce soit selon les produits. D'accord. Alors, très concrètement, pour l'instant, l'ancien Montpellier intramuros repart. Il y a certains facteurs qui font qu'à Montpellier, la demande est très forte. Absolument. Je dirais que l'ancien à Montpellier intramuros n'a pas vraiment beaucoup baissé. Ça a été quand même un marché plutôt de niche. Pourquoi ? Parce que Montpellier est d'abord une capitale régionale, qu'elle a une attractivité vis-à-vis effectivement à la fois des postes et des emplois qu'elle peut offrir, et puis surtout parce que c'est une ville ô combien étudiante. Et aujourd'hui, on le sait très bien, l'essentiel du marché qui n'a pas baissé et qui reprend, je dirais, dans des conditions significatives, touche à des logements de petite taille. T3, T2, studio? Le studio, le T1, même si aujourd'hui on constate plutôt une stabilité des prix parce qu'on était monté vraiment très haut, ce qui enlevait toute attractivité à ce type de produit, laisse la place au niveau des hausses les plus importantes aux 2 pièces. D'accord. À partir du 3 pièces, ça se stabilise et puis après c'est très difficile. On peut dire que certains quartiers bénéficient actuellement de l'impact de la ligne 3 du tramway qui est prévue pour 2012. Là, on anticipe cette arrivée-là dans certains secteurs. Il est vrai que les équipements, et notamment ceux des transports, sont un facteur de préférence par rapport à l'acquisition, surtout qu'aujourd'hui, vous le savez, la plupart des acquéreurs financent sur très longtemps leur achat, et donc par conséquent, ils ont tendance à regarder quelles vont être les plus-values à apporter au secteur où ils vont acheter. Alors, quand on compare avec les chiffres qui ont été communiqués hier lors de la réunion de la FNAIM, les prix au mètre carré dans l'ancien à Nîmes et à Perpignan n'ont pas encore connu vraiment de reprise. Enfin, c'est encore un peu tassé. Montpellier a toujours été plus cher que Nîmes et Perpignan. Plus cher. On partait déjà de plus haut. La baisse a été probablement peut-être plus importante d'ailleurs sur la capitale régionale par rapport à certaines villes qui avaient même progressé beaucoup en termes de prix, mais qui étaient montées beaucoup moins haut. Encore une fois, on est sur un problème d'attractivité, on est aussi sur un problème d'offre et de demande. Alors, qu'en est-il du reste du département? On a beaucoup parlé de l'essor de tous ces villages qui entourent Montpellier. Est-ce que c'est une constante? Non.
Je crois aujourd'hui très sincèrement, si vous voulez, que la reprise, et la reprise avec une hausse des prix qui n'est pour autant pour l'instant qu'à un chiffre, voire parfois 0,5, 0,8%, si vous voulez, ne touche pas les petites villes du département de l'Hérault, notamment les petites communes qui se trouvent à 30, 40, 50 km de Montpellier. Je mets à part Béziers, qui est quand même une ville importante, si vous voulez, et qui dans certains quartiers est en train de redynamiser sa ville, et donc on constate là aussi une reprise. Mais sur les petites villes qui avaient connu cet attrait par la cherté de la ville-centre, si vous voulez, aujourd'hui marque largement le pas. Alors qu'est-ce qui favorise la reprise Montpellier? On a parlé de Montpellier, il y a aussi la conjoncture qui favorise. Le besoin de logement, il existe. Le besoin de se loger existera toujours. Aujourd'hui, c'est une rencontre, une capacité de s'endetter sur 20 ans, 25 ans par rapport à un produit. Et donc, si on s'endette sur une longue durée, les prix sont malheureusement encore quand même très élevés. Et donc, par conséquent, on va regarder où on achète de façon à optimiser son investissement. Les grandes métropoles, les villes-centres, évidemment, sont les plus prisées. Alors, les taux d'intérêt sont particulièrement mauvais, même à leur niveau le plus bas depuis 65 ans. Le dispositif, le nouveau prêt à taux zéro pour 2011 va également favoriser les acheteurs potentiels. Les gens ont l'intention d'acheter, 5% environ des Français ont l'intention d'acheter dans les 12 mois à venir. Donc, oui, la volonté d'acquérir est une constante. Le problème ensuite, c'est vrai que dans une conjoncture qui a vu les prix monter très vite, il faut trouver du financement. Il faut trouver du financement. Aujourd'hui, on est loin de l'euphorie et je ne souhaite pas qu'on revienne à l'euphorie parce que l'euphorie entraîne ensuite la crise. On le sait. Il vaut mieux un marché constant, si vous voulez, qui bénéficie aujourd'hui de taux d'intérêt historiquement bas, qui bénéficie aussi d'un retour des banques sur le marché du crédit et d'un certain refinancement ou d'une aide au financement des ménages, effectivement, avec la modification du prêt à taux zéro qui prend le pas sur la déduction des intérêts d'emprunt et qui donc devrait donner un coup de fouet sur la primo-accession. Là, vous restez vigilant, vous parlez souvent d'euphorie. Il y a eu cette période où on avait connu jusqu'à 150% d'augmentation. Là, vraiment, la volonté des professionnels du secteur, c'est de se poser un peu en régulateur. C'est possible, ça? 150% sur 10 ans. Il est bien évident que dans ces 10 années, on a connu des années à 20%. Ce sont des mauvais choix. On peut s'en enorgueillir par se dire ça marche super bien, on vend énormément, on fait du chiffre d'affaires pour les agents immobiliers, les transactionnaires sont heureux, les vendeurs aussi, les acquéreurs, ils courent derrière si vous voulez le financement, mais à un moment donné, on peut courir quand on n'a plus de quoi acheter. Eh bien, le marché, en général, si vous voulez, a tendance à se retourner presque aussi vite que l'euphorie a pu, je dirais, s'emballer. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui dans ce contexte, encore une fois, il y a de la souplesse. Je mets un petit peu de côté le marché parisien et la première couronne de l'Île-de-France, dont on sait que c'est un marché totalement différent, mais sur notre sectorisation, par exemple notre secteur régional, montpelliérain en particulier, je pense qu'on n'est pas encore loin de là dans l'euphorie, et tant mieux. Actuellement, on a des prix raisonnables qui sont à l'image du marché, ou est-ce qu'il y a encore des vendeurs qui essayent un petit peu de profiter encore de ce qu'ils ont connu il y a encore 2-3 ans? Le juste prix est une bataille quotidienne. Et là, c'est aussi votre travail. Et ça, c'est notre travail. Aujourd'hui, pour atteindre le juste prix, c'est très difficile. Non, les vendeurs, clairement, dans plus de la moitié des cas, ne sont pas raisonnables, si vous voulez, font des mises à prix trop élevées. Alors aujourd'hui, c'est très simple, ils ne vendent pas. Donc le bien met longtemps à trouver acquéreur et entre-temps il y a des renégociations. Tout ça n'est pas bon ni pour le marché, ni d'ailleurs pour celui qui achète, peut-être un peu plus pour celui qui vend, mais si... Pour celui, c'est pas bon, pardon, pour celui qui vend, mais pour celui qui achète, évidemment. Mais celui qui achète aurait quand même acheté à ce prix-là s'il l'avait eu plus tôt. Et donc, par conséquent, on n'a aucun intérêt à tuer son bien immobilier en le proposant trop cher et en subissant ensuite des baisses. Vous savez qu'aujourd'hui, tous ces biens sont proposés sur des vitrines Internet ou sur des supports de journaux. Et donc, quand on voit un bien immobilier, une maison, un appartement pendant 5-6 mois à la vente avec des prix différents, on se dit c'est pas sérieux, on essaie de l'éviter. Actuellement, 7 biens sur 10 environ se vendent dans les 6 mois. C'est plutôt un bon délai par rapport à ce qu'on a connu les 2-3 années précédentes. Oui, c'est un bon délai, bien sûr. Et c'est un délai, normalement, qui ne devrait pas être dépassé. On a connu des délais à 3-4 mois dans un marché qui n'était pas pour autant un marché tendu, parce que le besoin d'acheter existe, parce que le financement, quelque part, en tout cas, de plus en plus d'acquéreurs vont pouvoir y prétendre grâce à tout ce que l'on a dit, la conjoncture, etc. Mais pour autant, si vous voulez, un bien qui est au juste prix rapidement se vendra même avant 6 mois. Alors Christophe G, la réunion d'hier était aussi
aussi pour la FNAIM l'occasion de lancer l'opération nationale 100 000 logements éco-rénovés. Alors, il y a déjà des obligations en matière de réglementation thermique, notamment dans le neuf. En ce qui concerne l'éco-rénovation, qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, plus que qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce que nous préconisons? Parce qu'il ne faut pas oublier que les agents immobiliers que je représente, mais aussi à travers l'administration de biens et plus particulièrement les syndics de copropriété, ont un devoir d'information. Nous touchons, nous, au marché de l'ancien et il n'est pas possible de ne pas faire prendre conscience à l'ensemble des propriétaires ou des candidats à l'acquisition dans l'ancien que ce vaste secteur de la construction, ce secteur qui existe depuis toujours, resterait à l'écart par rapport aux constructions neuves dites BBC, vous le savez, et donc handicaper tous ces gens qui vivent dans de l'ancien ou qui demain prétendraient y vivre par rapport à un projet un jour de revente. Alors on va écouter tout de suite Bruno Cassin, donc le nouveau président départemental de la FNAIM, à ce sujet-là, interrogé hier par Jean Brun. Les consommations d'énergie augmentent et la valeur du bien va s'amenuiser si ils ne rénovent pas leur logement et s'ils ne permettent pas à leurs locataires de ne pas avoir de double loyer en termes de consommation d'énergie et de leur permettre de vivre confortablement dans un logement rénové dans l'ancien. Là, si on comprend bien, pour inciter les gens à penser développement durable, éco-rénovation, il faut aussi les toucher au portefeuille. Mais de toute façon, l'un n'ira pas sans l'autre. Il est bien évident, et c'est bien le souci aujourd'hui, que tout ce qui touche à l'environnement, au Grenelle de l'environnement, coûte cher. Et donc, plus on s'y prend de bonne heure et plus on répartit l'effort sur la durée, et je dirais plus rapidement, on obtiendra des logements qui seront d'abord environnementalement parlant plus citoyens, mais surtout économiquement beaucoup plus rentable et beaucoup plus facile à revendre. En un mot, Christophe G, 100 000 logements éco-rénovés, c'est dans toute la France. Pour Languedoc-Roussillon, il y a des objectifs chiffrés? Non, on n'a pas d'objectifs chiffrés, si vous voulez, en local. Néanmoins, on a un adage qui dit vivre au sud nécessiterait d'avoir moins besoin d'isolation, etc. Je crois que c'est un faux problème, si vous voulez. Si on veut passer sur la durée, enfin, dans le neuf, on passe aujourd'hui, on prévoit 50 kW de rejet, on va dire énergétique, à la place de 150. L'ancien ne pourra pas, dans la plupart des cas, se mettre au diapason du neuf, c'est pas ce que l'on prétend. Ce que l'on prétend, c'est ne pas handicaper l'ancien, et donc par conséquent, que ce soit en collectivité avec chauffage collectif ou que ce soit en individuel, il faut penser aujourd'hui économie d'énergie et confort. D'accord, donc ça passe par isolation, chauffage, ventilation, absolument, tout ce type de rénovation. Christophe G, merci beaucoup d'avoir passé ce moment sur le plateau de 7Téléco. Tout de suite, le coup de pouce. Comme tous les mois, c'est donc l'heure du coup de pouce de 7Téléco avec Facero, la fondation Agir contre l'exclusion. Claire, bonjour. Bonjour, madame. Alors Claire, je rappelle que vous présidez le club d'entreprise Facero et là aussi on va parler d'économie d'énergie avec EasyGaz. Tout à fait. Alors on est absolument. Voilà. Donc pour faire le lien avec l'immobilier, on est sur un projet d'accompagnement en termes de prévention des risques liés au gaz, à l'utilisation du gaz, pour les particuliers, justement. Donc, c'est un vrai projet de partenariat entreprise et bailleur. Donc, on est lié entre GDF Suez et Aérohabitat sur les visites que nous effectuons sur 1000 logements. Alors, ça a déjà été fait. Et l'idée, c'est d'aller dans les logements, de vérifier les installations gaz, de vérifier surtout les raccordements, les flexibles qui sont en fait... C'est une vraie question de sécurité. Exactement. Là, on est vraiment sur la sécurité et la prévention des risques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est flexible, incombe aux locataires. Et ça, on ne le sait pas toujours. Et nos locataires, très souvent, mal ne sont renseignés, ils dépensent totalement, pas forcément. Complètement. Et donc, ça peut être très dangereux. Donc, nous allons voir les locataires. Nous effectuons ce travail de prévention. Si besoin, on change les flexibles gratuitement. On regarde s'il n'y a pas d'autres problèmes aussi de sécurité, aération, bouchée, etc. Nous informons le locataire et nous informons également les bailleurs en cas de risque. Et après, voilà, on vérifie globalement l'installation et on donne un avis favorable à l'installation. Alors, combien de familles, combien de foyers ont déjà été visités 1000 foyers visités. À Montpellier. Voilà, sur Montpellier. Donc, nous allons aller plus loin. Nous espérons travailler aussi avec la CM là-dessus. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très intéressant, c'est que sur cette opération-là, nos équipes en fait, vont dans les logements et ça nous permet également de repérer d'éventuelles personnes qui ne sortent pas de chez eux et qui peuvent avoir d'autres problèmes
par ailleurs. Et après, ça nous permet donc d'aller voir les travailleurs sociaux, de les informer et de vraiment aider des personnes en risque de grande exclusion. Parce que Facero est également médiateur pour EDF et GDF Suez dans l'Hérault pour voir un petit peu les difficultés de paiement qu'il peut y avoir, etc. Tout à fait. On travaille en médiation sur toutes ces questions, ce qui nous permet de traiter certains problèmes, on va dire, sur le petit bar, dans notre local au petit bar, et si besoin d'aller vers les services sociaux en cas de grandes difficultés. C'est d'autant plus important qu'il y a notamment des antennes qui ferment. On pense notamment à l'antenne EDF de la Paillade qui a fermé juste avant l'été. Vous êtes sur le terrain, vous êtes disponible. Exactement. Et on travaille, on fait vraiment le lien entre ces entreprises-là et la population. Alors Claire, je rappelle que la semaine prochaine, c'est la fête du réseau égalité. Exactement. Toujours 1 millier de sociétés d'ici 2011 pour lutter contre la discrimination. Complètement. On est en train de dépasser les chiffres de 1000. Donc vraiment, encore une fois, bravo à toutes les entreprises qui se sont engagées ces dernières semaines. C'est impressionnant. Et puis vraiment, on invite tout le monde au quorum le 19 pour faire la fête de l'égalité ensemble. Bon, mais le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Claire. Avec plaisir. À très vite. Au revoir à tous et à très bientôt sur cette LTV.